Et on accueille maintenant Hugues-Pascal Mousselard qui va nous parler de la fixation pelvienne. Bonjour à tous. Alors c'est plus une communication à visée de discussion technique que à visée d'exposé très théorique. Alors quel est le rationnel de discuter sur la fixation au bassin? C'est que dans la scoliose de l'adulte, l'ancrage pelvien et l'ancrage au niveau des iliaques est très souvent nécessaire et que la multiplication des montages qui sont proposés montre bien la problématique qui est essentiellement mécanique avec des taux de faillite mécanique très élevés qui vont jusqu'à 55% dans la littérature. Et il y avait ce travail global fait par l'ISSG qui montrait bien la problématique que posait cette prise pelvienne. De quoi avons-nous besoin? On a besoin d'un ancrage qui soit très puissant et qui soit pérenne. Et souvent dans la littérature, quand on étudie la faillite mécanique, on mélange avec la pseudarthrose qui, dans les montages longs, n'est pas forcément un facteur très clair de faillite de la prise basse. On peut avoir une faillite mécanique très précoce avant la fusion, et donc un loosening précoce qui n'est pas un équivalent de pseudarthrose. Et en péropératoire, on peut avoir besoin d'un ancrage très puissant immédiat qui va permettre d'utiliser le bassin pour améliorer la réduction, qui va permettre éventuellement d'améliorer l'antéversion pelvienne et dans certaines techniques comme les OTP en L5 qui permettront d'avoir une meilleure correction, en particulier au niveau de la lordose lombosacrée. On aura besoin dans les techniques de fermeture sur 4 tiges de l'ostéotomie d'avoir une action mécanique sur le bassin qui va être très puissante et donc mettre en danger la fixation pelvienne. Cette fixation, elle est indiquée en renfort dans les fixations suggessantes qui s'étendent au-delà de L2, sur les spondylodysthésies de haut grade où on va exercer des forces très puissantes sur le bassin. Chez les patients neuromusculaires, c'est une niche, mais c'est quand même une prise qui va être fondamentale. Et ces indications, elles vont du type de fixation qu'on va utiliser, vont dépendre de la qualité osseuse, mais on sait que chez l'adulte, en particulier chez la femme, la qualité de l'os au niveau du sacrum est souvent catastrophique. En péropératoire, de la tenue qu'on va avoir dans le sacrum, et puis parfois dans les reprises, on n'aura plus de fixation et il va bien falloir avoir une alternative. Souvent, justement, pour discuter ces pseudarthroses, il semble acquis pour la plupart d'entre nous que si on met un renfort antérieur, ça va améliorer le taux de pseudarthrose. En réalité, dans la littérature, ce n'est pas du tout prouvé. On va améliorer la lordose lombosacrée L5S1 par une ALIF, mais la diminution du taux de pseudarthrose n'est pas du tout prouvée dans la littérature. Et c'est ce qu'on retrouve dans cet article qui montre que la mise en place d'une fusion antérieure L5S1, qu'elle soit par ALIF ou par TILIF, ne va pas diminuer le taux de pseudarthrose du montage de façon globale. Alors les types de fixation, il y en a énormément. Les vis sacrées, les vis d'extension iliaque, les vis S2AI et les vis iliosacrées. Alors la multiplication de ces montages montre bien que la solution idéale n'existe pas et que personne ne l'a vraiment trouvée. Pour les vis sacrées, ça a été de façon isolée pratiquement abandonné par tout le monde. La visée bicorticale augmente très nettement la qualité de l'ancrage mécanique de cette vis, mais elle reste très insuffisante avec un taux d'arrachement qui reste extrêmement élevé et jusqu'à plus de 40% pour les montages longs. Les vis d'extension iliaque et les vis S2AI, c'est une amélioration très nette de notre capacité à nous ancrer dans le bassin, mais il reste des taux de loosening et de pull-out qui restent très élevés. Elle présente bien sûr dans les fixations lombosacrées courtes si on a besoin d'une correction importante d'une très bonne qualité. L'apparition des vis S2AI, tout le monde la connaît sur le plan technique avec ce point d'entrée entre S1 et S2. Elles sont assez supérieures, il semble, dans la littérature quand même sur le plan mécanique à la vis d'extension iliaque.
mais il reste d'autres problématiques, et en particulier, on voit de plus en plus apparaître ces douleurs de l'articulation sacro-iliaque, au point que maintenant, certains de façon systématique vont réaliser l'arthrodèse sacro-iliaque et qu'il apparaît des matériels comme le bedrock ou de nouvelles vis de fixation S2AI qui vont fusionner l'articulation sacro-iliaque. Quelle est la différence exacte entre la vis iliaque et la vis S2AI? La littérature semble montrer qu'il y a quand même une supériorité mécanique de la vis S2AI par rapport à la vis d'extension iliaque, plus les problèmes de conflits cutanés avec des douleurs sur la tête de vis de la vis d'extension iliaque, qui reste une problématique relativement importante, qui peut être palliée par le fait de réséquer la partie distale de l'aileron iliaque pour enfouir la tête de vis, mais alors à ce moment-là, on perd une corticale, et donc sur le plan mécanique, on perd une qualité d'ancrage. En résumé, sur le plan biomécanique, la vis S2AI augmente la capacité de fixation technique et la qualité de l'ancrage mécanique. La vis ilio-sacrée, on va en parler un peu plus longuement, mais là c'est bien montré que sur le plan de la résistance à l'arrachement, il n'y a pas mieux pour l'instant. Sur le plan clinique, le taux de décèlement pour les vis sacrées, c'est extrêmement important. Pour les vis iliaques, il y a moins de décèlement, mais plus de reprises et plus de gènes créés sur le matériel lui-même. Pour les S2AI, il y a un peu moins de conflits cutanés et de gènes locaux, mais une faillite mécanique aiguë qui reste importante avec des loosenings qui créent des douleurs sur l'articulation sacro-iliaque. Et pour la vis ilio-sacrée, on va voir que c'est plutôt le problème de la mise en place technique de cette vis. Alors pourquoi on en est venu à associer ces deux ancrages? L'association d'une vis ilio-sacrée pour sa qualité de résistance à l'arrachement, mais son problème principal, si on la met bien, c'est que l'axe de rotation reste pratiquement neutre, et à ce moment-là, on n'a aucun effet lorsque l'on prend cette vis de façon isolée sur la version pelvienne et sur la possibilité d'utiliser le bassin pour la réduction. Pour les vis S2AI, elle présente plusieurs avantages. C'est qu'elle va reculer l'axe de rotation si on fait un montage hybride, et elle va avoir cette capacité à faire un montage unique du bassin qui sera indépendant du montage sous-jacent. Donc notre objectif, c'était d'augmenter la puissance de l'ancrage mécanique au pelvis, de construire un montage pelvien indépendant du montage thoracolombaire, et en même temps de pouvoir agir sur le bassin en reculant l'axe de rotation du pelvis. Pour la vis ilio-sacrée, du Bousset, vous voyez que c'est quand même pas neuf, parce que ça date de, je crois, la première, c'est 1972, la première fois qu'il en a parlé, voilà, c'est ici. Le plan technique, c'est de creuser une logette au pied de l'articulaire supérieur de S1, qui permettra de mettre en place le connecteur, puis de passer en percutané depuis l'aile iliaque jusque dans le corps de S1, une broche guide qui passera à travers le connecteur. Et il y a eu une évolution énorme de ce connecteur. Au départ, Jean Dubousset ne voulait pas qu'il soit fixe sur la vis pour pouvoir permettre au bassin de se placer comme il voulait autour de la vis. Vous voyez les premiers connecteurs de Beurier. Et ça a évolué maintenant pour aboutir à un connecteur qui gardera une polyaxialité, qui sera beaucoup plus facile à orienter pour faire le montage avec la tige supérieure, et un système de vis où le connecteur viendra se verrouiller sur la vis, donc il n'y a plus de mobilité du connecteur vis-à-vis de la vis ilio-sacrée. Alors les risques dans la mise en place, c'est que l'emplacement, vous voyez ici la cible, elle est, je ne sais pas si on peut, s'il y a une flèche ou pas, la visée est assez étroite. Il ne faut pas partir en avant parce qu'il y a le risque vasculaire. En bas, la racine S1, en haut, le tronc lombo-sacré, et surtout le disque L5-S1. En arrière, le canal.
Et sur la dernière génération de vis iliosacrés, il y a eu une amélioration très nette du design de ces connecteurs. Il faudra premièrement bien identifier le pied de l'articulaire de S1 et l'aileron sacré, creuser une logette à cet endroit, placer le connecteur à l'intérieur et faire la visée de dehors en dedans, en ayant bien en tête où l'axe du disque L5S1 qui est à peu près perpendiculaire à la corticale postérieure S1-S2. Si on place le connecteur, on ne voit plus passer la broche. Donc ça pose un problème. Et les systèmes de visée, alors évidemment, on va voir avec la navigation que ça simplifie beaucoup les choses. Personnellement, je reste assez archaïque, c'est-à-dire que je préfère faire l'emplacement, creuser l'emplacement à l'outil défenseur du connecteur, puis voir passer ma pointe carrée à travers cette logette avant de mettre le connecteur. Le risque pour le canal est relativement faible. En réalité, si on est à plus d'1 centimètre de profondeur dans l'aileron iliaque, il n'y a aucun risque d'être dans le canal. Par contre, il est plus difficile de situer le disque L5S1 pour ne pas être trop ascendant. Donc, ces principes techniques, premièrement, créer la fenêtre au pied de l'articulaire postérieur, préparer l'emplacement du connecteur, faire un mini abord iliaque et à la pointe carrée, viser la logette du connecteur pour vérifier la profondeur du passage de la pointe carrée et vérifier son axe. On peut le vérifier à l'amplificateur de brillance et il ne faut pas être trop bas pour la racine S1 et pas trop ascendant pour ne pas finir dans le disque. Alors l'industriel a mis en place, créé ce système de visée automatique qui ressemble beaucoup au système de verrouillage des clous de fémur ou de clous de tibia. En réalité, personnellement, je trouve qu'il n'est pas très facile à utiliser et il est plus facile de le faire mentalement et de vérifier à l'amplificateur de brillance. Alors bien sûr, pour tous ceux qui ont la navigation, le système va être simplifié. Jusqu'à récemment, il n'existait pas de système navigué complet, mais maintenant ce système existe et il permet de naviguer toute la procédure, mais ce n'est pas forcément une nécessité. Lorsqu'on utilise la navigation, eh bien, on peut faire une première acquisition et puis naviguer soit directement tous les instruments, soit naviguer de façon un peu virtuelle, c'est-à-dire imaginer avec une Yamshidi de faire le premier passage et créer le trajet idéal de la vis. On peut dans le même temps mesurer la longueur de vis dont on aura besoin et naviguer uniquement le passage de cette broche. Et après, la procédure, comme elle était faite avant, en mettant la vis et en vérifiant à la fin. Ou utiliser le système si vous pouvez l'acheter ou vous le procurer et avoir une navigation complète, y compris de la broche, du tarot et de la vis définitive. Voilà, sur la version finale, vous pouvez naviguer tout le passage de la vis sur des bassins traumatiques ou des bassins dysplasiques, ça peut être quand même très intéressant, et vérifier au final, après avoir guidé votre passage sur la vue coronale et sur la vue axiale, que la vis est définitivement en place. Vous voyez toutes les étapes de passage des différents instruments qui peuvent être aujourd'hui complètement navigués. Et vous avez des vis vous pouvez mettre des vis très longues qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires sur le plan mécanique, mais qui donneront un montage idéal qui peut être contrôlé par une dernière acquisition. Alors, les avantages de ce montage, c'est que sur le plan biomécanique, la tige est perpendiculaire à la vis, que l'implant n'est pas en tête de vis, donc il y a des forces d'arrachement qui sont perpendiculaires à l'implant et sur le milieu de l'implant, et que vous avez une prise qui est tricorticale, donc en résistance à l'arrachement, et à aucun montage qui peut faire mieux que la vis iliosacrée. Il y a aussi un avantage en encombrement, en particulier sur les patients très minces, avec un connecteur qui est en dessous de la hauteur des crêtes iliaques et une vis qui est totalement enfouie, et donc on ne peut pas faire plus low profile. Et les études ont bien montré la qualité de cette vis iliosacrée.
Alors, si on a la navigation, ça permet de mettre de façon totalement sécurisée la vis S2AI, qui, elle, sera souvent beaucoup plus horizontale qu'on ne pense instinctivement, et on n'a pas besoin de voir, bien entendu, toute la crête iliaque pour mettre une longueur de vis idéale, parce qu'une fois qu'on est entre les deux corticales, on est sûr de mettre la vis au bon endroit. Alors voilà deux exemples. Voilà un exemple, c'est une diapositive d'Ibrahim où on voit la différence entre la vis S2AI qui va être parfaitement alignée au connecteur et au montage sous-jacent par rapport à une vis d'extension iliaque qui est décalée sur le côté, va avoir une tête de vis qui est assez sous-cutanée et nécessite l'utilisation d'un connecteur et d'augmenter la quantité de matériel pour pouvoir s'aligner avec le montage sous-jacent. Ici, un exemple d'une patiente de 78 ans, très comorbide, avec des antécédents de fracture du bassin, avec un déséquilibre à la fois dans le plan sagittal et dans le plan coronal, une incidence pelvienne qui est dans la moyenne, et une perte complète de la lordose lombaire, un planning chirurgical qui montrait que même si elle était assez rigide sur les clichés en bending, on pouvait obtenir la correction par des ostéotomies de Smith-Petersen et l'association à des cages de Tillich antérieures. Et on obtient un montage sur lequel on a pu beaucoup forcer sur le bassin pour forcer la lordose lombo-sacrée et utiliser les Tillich sans être obligé de faire un tendalif. Voilà un deuxième cas d'une patiente très ostéoporotique, assez âgée, 78 ans, une très grande incidence pelvienne avec des spondylolisthésies cétagées. On sait que ces spondylolisthésies cétagées ne sont pas qu'un problème dégénératif, mais aussi un problème de corrélation entre la lordose lombosacrée et l'incidence pelvienne. Et plus l'incidence pelvienne est grande, plus ça sera difficile de corriger ces patients sans créer un listhésis sous-jacent à la fixation. Il ne suffit pas de les fixer parce que s'ils sont fixés en place, le listhésis apparaîtra à l'étage sous-jacent à l'arthrodèse. Donc il avait été décidé pour elle de faire une OTP en L5 avec des cages de Tillich à tous les niveaux. Et pour pouvoir faire l'OTP en L5 et jouer pour la technique à 4 tiges sur une compression sur le bassin, il fallait un ancrage pelvien qui ne cède pas au moment de la mise en compression et de la bascule de la tige dans le domino. Voilà. Tout ça pour dire que c'est une fixation qui est fiable et que l'association de ces deux ancrages augmente la qualité mécanique, mais augmente aussi la possibilité d'utiliser le bassin dans la réduction. Et Myriam Afifi a récemment revu 60 de nos patients avec des chiffres qui sont difficilement utilisables, mais qui montrent que quand même sur 60 patients, il y a eu un seul démontage d'un plan pelvien avec 2 VSS2AI ici qui ont cassé. Ça ne préjuge pas du taux de douleur sacro-iliaque, bien entendu, mais là, je ne parle que de la problématique mécanique. Et donc, c'est quand même une fixation qui nous semble très fiable et que nous utilisons maintenant de façon systématique dans les montages longs sur scoliose ou dans les OTP de L5. Les avantages techniques, c'est que les connecteurs sont tous alignés, l'iliosacré et le S2AI, qu'on limite le nombre de connecteurs, qu'on a un ancrage mécanique qui est bon et qu'on fait reculer le centre de rotation du bassin pour pouvoir vraiment utiliser le bassin dans la technique de réduction. Voilà, merci à tous ceux à qui j'ai pris les diapositives. Merci. Voilà, s'il y a des questions. Oui, merci pour la présentation. Moi, c'est aussi une solution que j'aime bien, la vis iliosacrée. Et j'avais deux questions. En fait, c'est quand tu fais des montages multitiges, parce que tu en as parlé, mais on n'a pas vu de radio, est-ce que tu rajoutes encore une fixation pelvienne supplémentaire ou tu restes avec cet ancrage en mettant les 4 tiges sur les mêmes implants? Moi, je ne fais pas beaucoup de montage. Quand je dis le montage à 4 tiges, c'est surtout pour les ostéotomies avec les dominos. Mais je n'ai jamais essayé de rajouter, mais il me semble que c'est faisable. Hein. Et la deuxième question, c'est au niveau du coup des douleurs sacro-iliaques. C'est vrai qu'on rencontre un petit peu ce problème. Est-ce que si tu gardes ce montage, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont des douleurs de sacro-iliaque ou pas? C'est une question. Oui.
Là, je trouve que les vis S2AI, je commence à en voir beaucoup qui reviennent avec pas de faillite mécanique, mais un petit loosening autour de la vis S2AI et ils ont mal. Et là, j'en ai repris 2 à qui j'ai fait des bedrock et qui sont beaucoup mieux en utilisant, comme ils sont fusionnés, c'est pas un gros problème parce qu'on voit que la fusion est faite. Donc moi, j'enlève la vis S2AI, et je passe un gros tarot dans le même trajet et après, je mets le bedrock. Mais je vois que certains se mettent à faire l'arthrodèse sacro-iliaque d'emblée. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, parce que chez les patients âgés, finalement, on s'en fiche un peu d'arthrodèser la sacro-iliaque. À partir du moment où on met une vis dedans, ce n'est pas un temps chirurgical important, ça peut se discuter. C'est plutôt l'encombrement. Et s'il y a un implant qui fait les deux, pourquoi pas? J'y crois pas beaucoup, mais ça pourrait être une solution. Merci. Oui. Je vais juste faire un commentaire parce que jusqu'à maintenant, on voit, c'est peut-être un commentaire général, on voit toujours des montages relativement longs avec des fixations qui s'arrêtent sur S1. Mais je pense que ça ne doit plus exister. C'est juste ça. Là, bien évidemment, avec toi, on ne le voit pas. Mais on le voit régulièrement avec des montages, par exemple, L2S1. Oui, je suis d'accord. Et la fracture de sacrum, ça arrive et c'est assez fréquent quand on fait, même parfois L3S1. On peut avoir des fractures de sacrum et ajouter une fixation iliaque, ça ne coûte rien. Et ça protège d'une complication qui peut avoir des conséquences graves après, avec une syphose au niveau du sacrum extrêmement difficile à corriger. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je crois même que, même plus bas que L2, je crois qu'on n'a pas les chiffres, mais chez les patientes âgées et très porotiques, et moi j'ai eu un cas, et depuis j'ai arrêté définitivement, même sur des L4 sacrum, j'ai eu un cas d'une patiente qui avait un spondylolisthésis, petite, très lourde, très ostéoporotique, avec 80 ans, et pour faire bien, j'ai fait une vis bicorticale. Et en fait, elle a fait un U. Exactement, ça fait des fractures à J4 post-opératoire en se levant, alors qu'elle allait très bien. Une grande douleur, radio, et elle a fait une fracture en U qui partait des têtes de vis. Et ça a été compliqué à régler. Depuis, j'ai arrêté la visée bicorticale et de mettre que des vis S1, même sur des montages courts chez les patientes très porotiques.